Les parlementaires qui nous rejoignent et qui vont vous interroger, Jacqueline Gouraud, c'est Christophe Bouillon, bonsoir. Bonsoir. Député PS de Seine-Maritime, on est en direct, vous avez été ric-et-rac, votre train avait un peu de retard si j'ai compris. Ça arrive. Tiens d'ailleurs, il faudra peut-être parler des petites lignes au passage. Vous êtes à la tête de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen et président de l'Association des petites villes de France. Ça va de 2500 à 25 000. Exactement. Voilà. Et Mathieu Darnaud est à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR de l'Ardèche et secrétaire général adjoint de LR, en tout cas pour jusqu'à quelques jours, peut-être encore. C'est ça? Parce qu'il y a un nouveau président au LR, mais ça on va y revenir tout à l'heure. Eh bien, puisqu'on parlait du Lubrizol, notamment, c'est dans l'actualité, Christophe Bouillon va commencer. Oui, Madame la ministre, vous êtes la ministre de la cohésion des territoires. Quand est-ce qu'on va arrêter finalement d'opposer le rural à l'urbain? Quand on est en territoire rural, à la campagne, on se plaint souvent que tout est en ville, les meilleurs services, les meilleures formations, les meilleurs emplois. Et souvent, il y a une tentation qui existe en ville, c'est de se débarrasser de ce qu'on ne veut pas voir. Et suite au terrible accident de Lubrizol à Rouen, il y a une petite musique qui est en train de se jouer aujourd'hui où certains se disent finalement ces usines dont on mesure parfois le risque et dont on voit aujourd'hui les effets, il faudrait les mettre ailleurs. Et l'ailleurs, certains pensent en rural. Je crois que ce n'est pas une bonne solution, mais j'aimerais surtout vous entendre sur la persistance parfois des fractures territoriales entre le rural et l'urbain. Sur cette première question, Lubrizol, est-ce qu'il faut des usines comme ça dangereuses, les envoyer à l'extérieur? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, on pourrait. Déjà, c'est un point, d'accord. On peut aussi dire que quand cette usine a été construite, elle n'était pas au milieu des habitations. Parce que l'urbanisation, souvent, vient se mettre après les installations des usines. Et je crois que c'est le cas, vous connaissez mieux que moi ce site. Dans les années 50, en effet. C'est dans les années 50, en effet, que les usines ont été construites. Moi, je connais chez moi des usines classées Seveso qui étaient à la campagne, comme vous dites, enfin un peu à l'extérieur de la ville, et qui maintenant, par je dirais, l'extension de l'urbanisation se retrouve davantage proche des on peut pas faire marche habitations. Arrière, on peut pas faire marche arrière. Voilà, c'est aussi un problème d'urbanisation. Enfin, donc il faut vivre avec le risque. En tout cas, les usines sont là. Il faut surtout qu'il y ait, et il y a, un contrôle régulier qui est fait sur toutes les usines qui sont classées Seveso. Pour Rouen, ça a été vérifié. Il y a eu beaucoup de contrôles qui ont été faits, mais un accident est toujours possible. C'est ce qui est arrivé. Êtes-vous malgré tout favorable à une forme de renforcement en fait, des contrôles? Parce qu'on voit bien qu'il y a une tentation aussi très forte aujourd'hui d'assouplissement dans tous les domaines, sous prétexte qu'il y aurait trop de normes, que ça serait plus long ici qu'ailleurs de faire des projets industriels ou autres. Parfois, on baisse la garde. Et j'ai le sentiment que ce que les citoyens attendent aujourd'hui, au contraire, c'est qu'on ne lâche pas prise et qu'on soit d'une exigence absolue vis-à-vis des industriels. Mais je suis d'accord avec vous. Et c'est toute l'ambiguïté des normes. Parce que tout le monde se plaint qu'il y a trop de normes, mais il y a des normes qui sont nécessaires et des normes qui sont nécessaires pour la sécurité des habitants, mais les normes sont nécessaires pour la sécurité des enfants, etc. Et donc il y a une espèce de leitmotiv sur les normes. Tout le monde en crée d'ailleurs des normes, mais il faut faire attention effectivement à ce qu'on fait. C'est comme les charges un peu. Bah oui. Voilà. Mathieu Darnaud, vous êtes élu rural en Ardèche et vous avez en face la ministre des collectivités locales. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander ? Ma question, elle est très claire. On vient d'assister à la crise des Gilets jaunes, suivie par le grand débat national, et tout converge pour dire qu'aujourd'hui, il faut, et c'est l'objet du prochain texte, plus de décentralisation, plus de déconcentration, faire en sorte finalement que cette proximité que nos concitoyens appellent de leur vœu puisse se traduire par cette déconcentration et cette décentralisation. Nous examinons actuellement au Sénat le texte Engagement et proximité, un texte de l'aveu même du ministre Lecornu qui a été largement inspiré par le Sénat pour essayer de redonner confiance aux élus. Mais le fond, ce sera essentiellement ce texte déconcentration, différenciation. Et est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si ce sera un texte de plus, un texte cosmétique, ou si on va aller vraiment vers une vraie décentralisation qui permettra de redonner du pouvoir local, y compris en matière de territoires ruraux? Je n'ai pas tout à fait répondu, mais on pourrait parler de l'agenda rural, mais on peut pas. On peut répondre d'abord à Mathieu Darnaud, parce que l'agenda rural. Mathieu, hier, j'ai écouté Jean-Pierre Raffarin, qui était sur une radio nationale, et j'étais très contente de l'entendre, puisque Jean-Pierre Raffarin a fait une étape de la décentralisation, bien sûr, en 2003, après les grandes lois sous le président Mitterrand, les lois de fer.
Et il a dit cette phrase, alors peut-être pas exacte, mais l'idée, je vous la cite, il a dit « Maintenant, la décentralisation, il faut une nouvelle forme de décentralisation et avec la contractualisation ». Il a prononcé ce mot et vous savez que c'est quelque chose qui m'est cher. Je crois que la décentralisation qu'on doit faire maintenant, elle doit être faite dans une France qui est ce qu'elle est déjà décentralisée, avec beaucoup de compétences aux collectivités territoriales. Il y en a encore très certainement à transférer. Lesquelles ? Par exemple, les départements aimeraient bien avoir des routes nationales qui sont encore... Et quand je dis ça... Il voudrait avoir aussi les moyens, je m'empresse de le dire, parce que la crainte, elle est là, il faut être très clair. C'est ce qu'on a reproché justement à cet acte. Mais la décentralisation s'est accompagnée, la première fois et la deuxième fois, des moyens qui ont été transférés. Ce n'est pas nous qui étions au pouvoir, c'était des majorités auxquelles vous apparteniez d'ailleurs, et moi aussi d'ailleurs à l'époque. Oui, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et évidemment, les moyens, ça va avec. Mais tout de suite, je prends l'exemple des routes, pour vous dire, et c'est ça qui est intéressant, c'est que certains départements réclament des routes et d'autres ne veulent pas. Mais alors qui va trancher, c'est le gouvernement? Eh bien non, parce qu'on peut... Si mais non, mais qui tranche. On peut imaginer que la contractualisation est quelque chose de très important. Si le président du Conseil général de la Savoie, qui vient m'expliquer que dans une vallée, il y a une route qui est un bout départemental, un bout national et redépartemental, il veut avoir le bout, c'est normal. C'est ce que vous appelez la différenciation. Chaque cas est différent. C'est-à-dire que par contre, dans des départements très ruraux, très pauvres, si vous leur dites on va vous donner une route nationale, ils n'en veulent pas parce qu'ils n'ont pas pour l'instant les moyens suffisants, même s'il y a une décentralisation avec des moyens, ils ont peur de cette charge. Mais je m'empresse de dire tout de suite que ce qu'il faut, c'est assortir ce débat d'une problématique constitutionnelle. Est-ce qu'il y aura une réforme de la Constitution? Parce que moi, j'ai une route nationale 102 en Ardèche. Aujourd'hui, personne n'en veut parce qu'on sait qu'elle va entre la Haute-Loire et la vallée du Rhône. C'est un axe qui est fondamental, mais aujourd'hui, on connaît les coûts et même l'État ne veut pas investir à hauteur de ce qui serait nécessaire en termes de sécurisation. Si demain, on ne décide pas d'accompagner cette déconcentration, cette décentralisation d'un principe qui est tout simple, qu'on doit inscrire dans la Constitution, qui décide paye, alors je le dis, on va au-devant de sujets qui vont être très compliqués parce qu'on va transférer les charges, mais on ne transférera pas les ressources nécessaires. Et là, je pense qu'on fait de l'aménagement du territoire à l'envers. Donc c'est vraiment pour moi une source d'inquiétude. Et dernier point, c'est sur les normes, parce que ça, c'est un vrai sujet intéressant. Vous allez d'abord répondre peut-être, Jacqueline Gouraud, là-dessus. Ça va en même temps. Donc si vous me le permettez, sur les normes, est-ce qu'on va vers la généralisation des préfets simplificateurs qui pourront avoir une lecture assouplie et territorialisée de la norme? Parce que ça, c'est une vraie réponse concrète pour aller les préfets justement... Et la main pour assouplir ou pour lire de façon assouplie la norme. Alors, il y a deux questions, vous pouvez y répondre directement. La première question, il a toujours été prévu... La réforme constitutionnelle. Non. La première question, il a toujours été... C'est ça que vous avez dit, j'ai bien entendu. La première question, il a toujours été prévu que quand il y avait décentralisation, il y avait les moyens qui s'accompagnaient. Toujours. Et c'est déjà dans les lois de décentralisation. Bon. Deuxièmement, sur les préfets, il y a une expérience qui est faite aujourd'hui pour donner aux préfets le droit, effectivement, à l'adaptation, si je puis dire, de la réglementation. C'est très important. Nous avons une expérience qui est assez positive et je souhaite, à titre personnel, qu'elle soit étendue, effectivement, à l'ensemble des préfets. Christophe Bouillon, parce que la ministre parlait de l'agenda rural. J'ai dit on va y revenir. Et ça, c'est votre dossier, j'allais dire, puisque à l'Association des petites villes de France, vous avez fait des propositions. Tout à fait. 200. Alors, vous allez peut-être en prendre une ou deux et puis interroger la ministre là-dessus. Oui, puisque vous me le permettez. C'est vrai que la saison 2 du quinquennat, c'est la saison des territoires. Et vous avez ouvert cette saison des territoires en mettant sur la table cet agenda rural auquel nous avons participé. Absolument. Avec Pierre Jarlier, qui est le président délégué de la PVF. Il y a 200 propositions. Ce serait trop long de les évoquer une tous. Une ou deux, j'ai dit. Voilà, une ou deux, pour répondre à la commande. La première, est-ce que vous êtes prêts et quand à mettre en place dans les territoires ruraux des emplois francs? La deuxième question, parce que ça concerne... La première, puis on verra la deuxième après. Les emplois francs, parce que ça, c'est... Comme il y a eu dans les quartiers sensibles, par exemple. Exactement. Pour faire venir des entreprises exonérées de taxes. Exactement. Il faut créer de l'emploi aussi dans les territoires ruraux. Je ne vais pas vous répondre aussi précisément que vous le souhaiteriez, parce que c'est un dossier que nous sommes en train d'étudier pour voir si c'est transposable dans la ruralité. On a d'excellents résultats. C'est un peu compliqué. On a d'excellents résultats
dans le Nord, en particulier dans tout ce qui est agglomération, enfin métropole, pardon, lilloise. Nous avons ailleurs de moins bons résultats, donc nous sommes en train de faire de l'expertise. Pourquoi c'est compliqué en milieu rural? J'arrive toujours pas à comprendre. Parce que le principe des nouveaux emplois francs, c'est un principe qui fait que quel que soit le lieu de l'entreprise, c'est la provenance des salariés ou des futurs salariés qui comptent. Avant, dans l'ancien régime des emplois francs, c'était le lieu de l'entreprise qui comptait. Donc, il faut regarder par rapport aux entreprises et par rapport au bassin d'emploi si c'est Et transposable. en milieu rural, les gens peuvent venir de très loin pour travailler. Il C'est ça le faut problème. regarder. D'accord. Alors, plus simple en la Deuxième matière, question. les 15 000 emplois civiques qu'on pourrait créer dans les territoires ruraux, Oui. à destination à la fois des personnes âgées, mais aussi des collectivités. C'est vrai que beaucoup de communes ont eu à souffrir, et notamment les petites villes, de la disparition des emplois aidés. Pour des raisons simples, c'est que c'était assez facile, c'était un emploi de proximité, et puis ça aidait bien la commune et ça permettait de le financer assez simplement. Et moi, je pense que l'idée qui figure dans l'agenda rural des 15 000 emplois civiques, ça doit être moins compliqué sans doute que les emplois francs, plus direct, mais il faut que ça se fasse maintenant. Mais il faut que ça se fasse. Non, mais ça, c'est pas les emplois civiques, c'est quelque chose que nous soutenons, quels que soient les lieux, quels que soient les territoires. Je voudrais simplement revenir sur ce qu'a dit au début le député. C'est que je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il ne faut jamais opposer le rural et l'urbain. Parce que ça, c'est quelque chose de mortel. Et Mathieu sait très bien comment, pendant des années, j'ai posé cette idée. Et par ailleurs, par rapport à l'agenda rural, il y a beaucoup, puisque le gouvernement a retenu 173 propositions. Alors il y en a qui vont se mettre en place plus ou moins rapidement, bien évidemment, mais il y a des... Par exemple, j'ai signé d'ailleurs avec l'association de Christophe Bouillon l'idée, au fond, de faire aussi un plan, entre guillemets, pour les petites villes qui font centralité dans la ruralité. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire de soutenir le petit commerce, de soutenir l'habitat dans les petits cœurs de bourg. C'est quelque chose de très important. Êtes-vous prêt à nous aider sur la désertification médicale? Il y a une proposition qui figure dans cet agenda que je trouve pertinente, c'est de favoriser pour les internes des stages de fin d'études dans les territoires ruraux. Absolument. Vous savez que les maires aujourd'hui ne savent plus comment faire. Ils ont multiplié les initiatives, des petites annonces, ils ont employé directement des médecins, fait des maisons de santé. Mais on voit bien aujourd'hui que malheureusement, ça ne fait pas progresser. En tout cas, ça n'améliore pas la situation. Au contraire, elle continue à se dégrader, notamment au territoire rural. Là-dessus, ça, on peut le faire rapidement ou... Oui, et il y a même une autre... Je dis oui à Est-ce qu'il votre... faut imposer oui. même? Parce que proposer, non, c'est on une chose. ne peut pas l'imposer, c'est compliqué de l'imposer. Pourquoi? Mais il faut développer ces stages, parce que là, ce qu'on voit après, c'est que, pas toujours, mais que les stagiaires qui viennent travailler aux côtés d'un médecin, souvent, ils prennent goût au territoire auquel ils sont, ils restent. Et puis il y a une autre mesure dans le même domaine de la désertification médicale, qui est une réalité dans notre pays. Le gouvernement avait annoncé la création de 400 médecins salariés pour les envoyer en urgence, si je puis dire, dans les zones sous-dotées. Et l'agenda rural proposé par l'équipe qui a travaillé sur l'agenda rural propose que nous montions à 600. Et nous acceptons cette proposition. Mathieu Darnaud. Oui, comme je suis un peu têtu, je reviens sur l'idée de la déconcentration parce que ça accompagne et ça prolonge ce que disait mon collègue député à l'instant. Aujourd'hui, on sent bien que les besoins, on en a véritablement une utilité sur les territoires. Et quand je parle de besoins humains et de moyens humains. Est-ce que la déconcentration, est-ce que ce texte souhaité par le président de la République sera l'occasion de redire qu'aujourd'hui, pour que justement cet écart entre l'urbain et le rural ne se creuse pas, nous aurons demain une déconcentration utile avec des moyens pour justement permettre de résorber cette problématique de la désertification médicale, la question qui s'ouvre aujourd'hui avec les problèmes des trésoreries, des services publics en milieu rural. Je crois que c'est un acte fort, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de flou. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? La loi, elle n'est pas écrite, et la loi, on va la construire ensemble. Alors donc, je peux pas. Oui, mais on va la construire ensemble. On va commencer le travail maintenant. Mais je peux déjà vous parler d'un certain nombre de choses. France Service, c'est une réalité déjà que nous sommes en train de réaliser sur les territoires. Les maisons de service public. Oui, c'est ça. Il y en a combien alors qu'il est? Aujourd'hui, il y en a 1340. Et la volonté du président de la République de transformer en France Service, c'est de
monter en gamme la qualité des services publics sur les territoires et souvent, je dirais, en accord avec les élus Mais monter locaux. en gamme, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on a mis une charte, si vous voulez, qui doit être respectée. Parce que dans les maisons de services au public qui existent aujourd'hui, et vous le savez comme moi, il y a différentes qualités. Il y a des maisons de services au public qui ne méritent pas, je dirais, d'être appelées maisons de Pourquoi, services au qu'est-ce qu'elles public. ne font pas? Parce qu'il n'y a pas assez de présence des opérateurs, des ministères qui doivent être présents. Nous avons mis donc une espèce de charte qui doit respecter tout cela pour labelliser France Service. Et nous allons développer de nouvelles maisons. L'Agence nationale de cohésion des territoires, cher Mathieu Darnaud, c'est pour remettre sur les territoires des fonctionnaires. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et vous savez que le président de la République a redonné un sens à la départementalisation de la fonction publique d'État. On a tous, peut-être, enfin, je crois me rappeler ça, souffert d'une régionalisation à l'excès pendant longtemps. Donc l'idée, c'est de remettre au cœur des territoires que sont les départements l'ingénierie nécessaire et notamment l'Agence nationale de cohésion des territoires dont chaque préfet de département sera la porte d'entrée. Une question de téléspectatrice Alatia, 27 ans, beaucoup plus simple, vous allez voir, mais vous aussi ça va vous concerner. Pourquoi est-ce qu'on paie toujours une taxe d'habitation élevée malgré la baisse de la taxe? Ah bien, la taxe Et ça, vous allez pouvoir répondre, parce que vous aussi, vous êtes dedans. La taxe d'habitation va disparaître pour 80% des Français En 2020. en 2020, et ensuite pour les 20% restants, puisque ça a été, étendu à l'ensemble des Français suite à la remarque du Conseil constitutionnel de l'égalité devant l'impôt. Donc, Mais pourquoi ça continue d'augmenter? ça ne peut pas augmenter. C'est ce que dit. Pourquoi paie-t-on toujours une taxe d'habitation élevée malgré la baisse de la taxe? Alors peut-être que cette dame peut se trouver elle est peut-être dans les 20% ou sa famille est dans les 20% derniers et que la Pour eux, commune ça augmente. et que la commune a augmenté les taux. C'est ça que je vois. Vous craignez pas, vous, élus locaux, que la fin de la taxe d'habitation, ce soit justement l'occasion pour certains élus d'augmenter les taxes foncières, par exemple, les taxes locales, parce que ils n'ont pas le choix. Vous craignez pas ça, vous? Parce que les municipales approchent, ça va être un enjeu. Hein. Quand on regarde les choses concrètement, il y a très peu de communes où les impôts augmentent comme ça par automaticité. C'est plutôt le contraire. En général, l'augmentation des impôts, elle correspond souvent à un besoin. Vous voulez construire une salle des fêtes, vous voulez un service renforcé. Un projet. Il y a un projet qui s'attache derrière. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au nom de la PVF, on pense que quelque part c'était un impôt citoyen, parce que les habitants de ces territoires arrivaient à comprendre finalement qu'est-ce qu'on faisait de leur argent. Ils se disaient oui, je paye des impôts, mais en même temps, je vois à quoi correspondent ces impôts. À ce propos, il y a Gérard Larcher, président du Sénat, qui a déclaré l'autre jour que c'était un problème de citoyenneté quand même de ne plus payer l'impôt, de ne plus payer la taxe d'habitation. Il dit, lui, quand il n'y a plus de lien financier entre ce qui est dépensé par une commune et ce que les gens peuvent payer selon leur contribution possible, ça pose un problème démocratique. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds qu'il y aura une nouvelle ressource qui est le foncier bâti, qui descend des départements vers les communes et que les communes auront donc toujours un lien avec leurs citoyens, pas autant bien sûr que la taxe d'habitation. Deuxièmement, il y a d'autres moyens d'avoir des liens avec les citoyens qui participent aussi au service public d'une autre manière. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y avait déjà à peu près 25 à 30% des gens en France qui ne payaient pas ou qui ne payaient plus la taxe d'habitation. Ils n'ont jamais été considérés comme des non-citoyens. Ou des sous-citoyens. Ou des sous-citoyens. Mathieu Darnaud. Oui, moi je considère que l'impôt, il est consubstantiel du pacte républicain. Ça va avec. Alors, qu'on supprime une taxe dans l'absolu, pourquoi pas. Le souci, c'est que c'est exactement ce que vous avez dit. Il ne va rester que la taxe foncière. Or, selon les différentes communes, vous avez plus ou moins de propriétaires et donc plus ou moins de gens qui s'acquittent de la taxe foncière. Donc là aussi, vous allez créer une inégalité entre les communes. Tout ça, c'est important. Et je pense que malheureusement, on ne répond pas à cette question et ça va poser un problème aussi de dynamique de recettes par rapport aux différentes communes. C'est une question et un témoignage de la part de Mathieu Darnaud. Oui, peut-être dire quelque chose que je n'ai pas dit, qu'on rappelle quand même, parce qu'il y a l'entrée collectivité territoriale, et c'est normal qu'on parle de ça, nous, ici, parce que je suis la ministre et que ce sont des élus, mais il ne faut jamais oublier aussi que la suppression de la taxe d'habitation, c'est 17 milliards
d'économie pour les Français, et c'est une baisse d'impôts. Mais faut-il encore qu'on ne leur reverse pas ou qu'on oblige les maires à ne pas augmenter la taxe foncière? Ça, c'est un vrai Ah, sujet bien aussi. sûr. Ah, Avec non. une Parce que si on n'a pas selon une les- ressource dynamique en face, Mais si vous la part aurez- d'impôt national n'est pas suffisamment Vous dynamique, aurez il une faudra que les ressource maires dynamique. compensent ailleurs. Donc, Vous aurez une il ne faut ressource pas que ce dynamique. soit quelque Il y aura chose une de compensation de mortel. l'État. Ah ben, pour l'instant, il y a ce qu'on appelle, on est dans la période du dégrèvement, c'est-à-dire que c'est l'État qui paie à la place du contribuable. Et puis ensuite, il y a la phase où la réforme se met en place. Alors, c'est un peu compliqué, je ne vais pas Oui, aller oui. dans le détail, mais les communes seront compensées Alors, attention. et la ressource sera dynamique. Alors les communes vont être compensées parce que les communes vont recevoir des taxes qui étaient touchées par le département. Le département, à la place, va recevoir de la TVA. Est-ce que tout ça, c'est plus une espèce d'usine à gaz qui est en train de se Non. mettre en place? Plus personne n'y comprend rien, Non, mais je vais et y vous compris dire- le contribuable qui ne sait même plus Ah pour ben qui moi, et je vais pourquoi vous il dire, paye. Quand un impôt, le foncier bâti, est prélevé par 2 collectivités, voire 3, non, ce n'est pas une collectivité, mais la commune, l'intercommunalité et le département, vous croyez que c'est lisible? Moi, je me souviens quand les départements ont augmenté les impôts de façon importante, et c'était à cause de la crise de 2008, ils ne l'ont pas inventé pour se faire plaisir, il y avait une véritable crise. Eh bien, où est-ce que les gens allaient râler? Ils n'allaient pas râler au département, parce que l'impôt, le foncier bâti, tous les Français, vous pouvez faire un micro-trottoir, pensent que c'est le maire, c'est les mairies qui l'élèvent. Donc, mettre un impôt à un même niveau de collectivité territoriale, moi, je trouve que c'est plus clair. C'est plus clair. Voilà. Il y a quand même la question de l'autonomie financière. C'est-à-dire, c'est garanti par la Constitution et c'est vrai que c'est une demande très forte et c'est normal des communes ou des collectivités en général de pouvoir exercer des compétences en se donnant les moyens et en ayant des choix politiques aussi. Oui. C'est vrai que qu'est-ce qui différencie une commune d'une autre ou un département d'un autre? C'est la politique qu'on met en place, et pour mettre ces politiques en place, il faut bien qu'on ait une forme d'autonomie financière et je pense que là, il y a quand même un enjeu démocratique Oui, derrière. alors, en termes de quantité, si je puis dire, vous aurez la même ressources qu'avant, c'est clair et net. Avec quand même une difficulté que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'attributions de subventions aux communes qui sont liées, j'ai envie de dire, à ce qu'on appelait le potentiel fiscal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même une notion importante qui inquiète les élus aujourd'hui. Oui, ben c'est un travail qu'il va falloir qu'on fasse ensemble. Et j'ai déjà saisi le CFL pour ça, le comité des finances locales, qui est présidé par M. André Léguer. Donc, pour rassurer nos parlementaires qui sont là, vous garantissez que les collectivités locales auront les mêmes ressources, le même argent qu'aujourd'hui? Oui, même plus parce que c'est dynamique. Plus, c'est formidable. Je pense au département, par exemple. Est-ce que les communes, dans les prochaines semaines, pourront avoir, pour chacune d'entre elles, une simulation? Alors, c'est une demande très forte. c'est très simple, c'est arrivé dans tous les départements. Vous pouvez demander au département, on l'a envoyé au président de l'Assemblée nationale et on l'a envoyé au groupe. Donc, normalement, donc les communes devraient avoir ça. Voilà, il suffit Sinon, que vous ça veut dire demandiez que à les présidents votre, départements retiennent votre l'information. préfet et il vous le donnera. On l'a fait pour toutes les communes, les simulations. Merci Mathieu Darnaud, merci Christophe Bouillon d'avoir été sur le plateau d'audition publique première de cette saison. Merci et bon courage pour la suite de vos travaux.